Les rendez-vous d'une campagne agricole. Pensé et réalisé par Écosystème en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste, en partenariat avec l'Allemand Plantcare. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 4e rendez-vous de la saison 4 des rendez-vous d'une campagne agricole. Alors on vous a laissé orphelin un petit peu longtemps. On a tous subi comme vous les assauts du variant Omicron, ce qui fait qu'on a dû reporter, je crois, 2 ou 3 fois notre rendez-vous. Mais ça y est, on est quasiment au mois de mars, d'un rendez-vous qui aurait dû se dérouler début janvier, mais on le fait quand même. On n'est pas loin du salon de l'agriculture. On vous avait laissé en Sologne. On est en Bretagne, plus précisément à Châteaubourg, à l'est de Rennes, sur les terres du groupe Sulky Burel. Et on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jacques Burel, qui en a été le président pendant de nombreuses années et qui va nous donner un petit peu son point de vue sur l'évolution de l'agriculture. Mais avant que Jacques nous parle un petit peu de sa vision, je vais laisser la parole à Frédéric. Bonjour Mathieu, bien content de te retrouver et de retrouver Jacques Burel pour cette 4e session. Alors, on a toujours un dénominateur commun sur nos rendez-vous. On a parlé du cycle du carbone, on a parlé de fertilité, d'azote, d'élevage. J'aimerais bien qu'on parle aujourd'hui d'un sujet qui peut sembler beaucoup plus trivial, mais qui est extrêmement important. C'est la question des machines et du matériel dans l'agriculture de conservation des sols. C'est vrai qu'elle est souvent réduite à des histoires de semi-direct, de techniques culturales simplifiées. Et elle a une place qui est à la fois centrale, extrêmement importante, mais elle a seulement une place d'outil. Et ce que j'aimerais voir avec toi maintenant, c'est comment est-ce que cette histoire de matériel s'est imposée à l'agriculture. Alors on sait notamment que c'est parce que les herbicides ont été inventés qu'on a pu ne plus travailler les sols. Si on devait refaire une petite genèse de ces histoires-là, comment ça se passerait ? Disons que ça c'est bien de refaire un peu l'histoire. Parce qu'en fait, un grand nombre d'agriculteurs sur la planète avaient bien, observé que le travail du sol intensif, le labour, était une énorme problématique pour la préservation du sol, et qu'en fait, l'agriculture était quelque part une industrie minière. Donc il y avait eu dans les années 30 le fameux Dust Bowl aux États-Unis qui avait lancé la création du NRCS qui était la préservation des ressources et entre autres la préservation des ressources sols. Alors il y avait eu plein de tentatives de simplification de travail du sol, de conservation de résidus à la surface. Il y avait même eu, pour limiter de l'érosion, au Brésil, le travail sous forme de terrasse. On avait même terrassé pour les collines, en suivant les courbes de niveau, pour limiter la grosse problématique qui était l'érosion, en quelque sorte. Aux États-Unis, ça s'était traduit par du contour farming, c'est-à-dire qu'on travaillait en suivant là aussi les courbes de niveau, mais on faisait une bande de luzerne, une bande de céréales, une bande de maïs ou une bande de soja. C'est assez contraignant, mais c'était à l'époque quasiment la seule solution que les agriculteurs avaient pour limiter l'impact très négatif du travail du sol. Et en fait, dans la fin des années 70, début des années 80, est arrivé des solutions chimiques, et entre autres au départ le gramoxone, qui permettait de griller toute la végétation. Et là, ça a été vraiment une convergence de tous les acteurs qui étaient à la recherche de cette solution. Et en même temps, le machinisme est venu apporter les machines qui permettaient d'implanter sans travail dans des résidus plus ou moins importants. Et
toutes ces attentes ont pu s'exprimer d'une certaine manière, parce qu'il y avait à la fois la solution chimique pour éliminer la végétation vivante à la surface du sol et la mécanisation qui apportait des solutions pour arriver à poser les graines dans un environnement qui n'avait pas été touché, perturbé ou structuré. Alors c'est vrai que si on reprend, souvent on a cette vision qu'il faut travailler le sol pour pouvoir faire pousser des graines, mais la notion de travail du sol en Occident, elle est très très liée à la prairie. C'est-à-dire que sous les tropiques, pour pouvoir dégager la végétation, on met le feu à la forêt. Et puis pendant 1 ou 2 ans, on va pouvoir cultiver sans avoir trop à travailler le sol. D'ailleurs, on travaille souvent avec un bâton fouisseur pour enfouir des graines. Et en Occident, depuis la défriche des forêts au Moyen-Âge et l'installation de l'herbe, le seul moyen qu'on avait trouvé pour supprimer l'herbe et en venir à bout, c'était le labour. Venir faire fermenter cette bande herbeuse dans le fond du labour pour pouvoir imposer des cultures. Et c'est vrai que donc le fait d'arriver à supprimer cette herbe de manière chimique a paradoxalement permis d'avoir des méthodes plus respectueuses de l'organisation du sol. Si on reprend un petit peu l'histoire, puis on y reviendra avec Jacques tout à l'heure, mais entre les semoirs de semi-direct assez simples qui étaient faits pour travailler à travers la végétation, à travers les mulches, pouvoir placer une graine dans le sol à travers des résidus végétaux parfois très très compliqués à gérer dans ces systèmes-là. Comment est-ce que toi tu as vu l'évolution de ces systèmes-là sur les 30 ou 40 dernières années? Disons qu'au la première période a été une période de développement assez intense. Il y avait un enthousiasme et en fait, l'outil central était souvent la machine. Et en fait, les plus grosses difficultés qu'on avait, c'était arriver à traverser le mulch, placer la graine correctement, avoir un démarrage qui soit satisfaisant, arriver à rentrer dans des sols secs, durs, arriver à refermer un sillon en conditions humides. Et donc, la machine était vraiment l'objet central de la réussite du SMI simplifié, du SMI direct, je dirais des années 80 jusqu'aux années 90. La machine était aussi, à cette époque-là, une certaine forme de symbole. C'était pour beaucoup d'agriculteurs le moyen d'afficher qu'on faisait différemment, qu'on avait laissé dans le fond du hangar la charrue et l'ensemble des outils de travail du sol, et là on partait vers une machine vraiment ou des équipements différents qui étaient capables de placer les graines dans l'environnement. Après, on a rentré les couverts végétaux et d'autres outils dans le système. Mais la machine était centrale. Il y a eu énormément d'évolutions sur les équipements. D'abord, le disque qui a permis de franchir beaucoup plus facilement les résidus. Ensuite, on a vu apparaître la multiplication des trémies, parce qu'on s'est aperçu qu'il fallait qu'on mette de l'engrais et que l'on mette également différentes semences. Donc on est passé à 1 trémie, à 2 trémies, 3 trémies, 4 trémies. Certains vont même rajouter encore des trémies, mais aujourd'hui, assez couramment, on a 3 trémies sur les semoirs. On arrive à aller assez loin à ce niveau-là. Et je dirais que les machines se sont progressivement complexifiées, mais pour apporter disons aujourd'hui un travail de qualité en matière de SMI. Pour reprendre un petit peu différemment ce que tu as dit, c'est vrai que souvent quand il y a des nouveautés, il y a un peu le côté miracle, le remède magique, et le fait de ne plus avoir à préparer les sols, à les travailler, le couple semoir et herbicide, en fait, c'était magique. On n'avait plus ces semaines à venir déchaumer, labourer, reprendre, semer, hercer, rouler, qui en fait prenaient du temps et qui avaient un impact non négligeable sur le sol. On arrivait, on épandait un produit, on faisait du SMI direct.
Et ça a été quelque chose de magique, quelque chose qui a pas mal pris en Europe aussi avec, à partir de la réforme de la PAC de 1992, où le marché européen qui jusque-là était protégé a été libéralisé et les agriculteurs européens se sont trouvés sur le marché mondial. Et donc avec un gros effort à faire, notamment sur les coûts de production. Mais cet outil, tu dis, on a rajouté les couverts végétaux. Alors on pourrait tout rajouter. En fait, c'est la connaissance sur le sol, sur les plantes, sur les successions. En fait, on a dû remettre de la complexité parce que la machine en tant que telle, ce semoir de semi-direct et ses dérivés, ne suffisent pas à faire de la régénération des sols. En fait, c'est un outil au service d'un système qui fonctionne. Et c'est là où on revient sur toutes les discussions qu'on a pu avoir sur l'organisation du sol, l'activité biologique, la matière organique, le carbone, l'azote. Le fait de vouloir simplifier à l'extrême demande en fait d'avoir des systèmes qui soient très complexes. La question suivante que j'ai envie de te poser, c'est justement cette dépendance qu'il y a eu et qu'il y a encore, en tout cas sur les techniques de semi-direct et de semi-sous-couvert aux herbicides, avec les progrès qu'on a fait en agronomie, l'implication des réseaux, des instituts techniques, de la recherche et la connexion permise par les réseaux sociaux et Internet. Quel avenir, en fait, tu vois aujourd'hui pour ces techniques-là dans des systèmes qui nécessairement doivent baisser un petit peu l'usage des produits phytosanitaires? On regarde des connaissances que l'on a et du savoir-faire sur le terrain. On ne connaît pas de systèmes qui, sur la durée, peuvent oublier tout travail du sol et supprimer tout désherbage et toute action chimique pour reprendre la main. Donc à un moment donné, soit il faut une reprise mécanique parce que il va falloir détruire la végétation qui est en place pour installer une nouvelle culture. Alors on sait faire des enchaînements directs sur un an, sur 2 campagnes, voire sur 3 campagnes, sans travail du sol et sans utilisation d'herbicides. Mais si on va sur la durée, c'est beaucoup plus compliqué et ça devient d'autant plus compliqué qu'on met des plantes pérennes dans la rotation, comme une prairie, comme une luzerne. Et là, se défaire de cette végétation-là demande une certaine agression. Alors aujourd'hui, je dirais, on est dans des situations où chacun peut choisir la situation qui lui va le mieux en fonction de son contexte et de ses choix, de ses stratégies. Un léger travail peut permettre de reprendre la main. C'est quelquefois un peu plus compliqué. La chimie peut aussi permettre de reprendre la main, à chacun de décider en fonction de son système. Et c'est là qu'on a vu évoluer, puisque aujourd'hui on est là pour la partie machinisme, qu'une partie des déchômeurs de l'époque sont en train de se transformer progressivement en semoirs ou se transformer en scalpeurs, et donc arriver sur une nouvelle fonction qui est la destruction de la végétation. Alors, chemin faisant, on trouvera peut-être des solutions encore plus douces, mais sachant que la solution de scalpage ou la solution herbicide est quand même une solution beaucoup plus douce que le travail profond qu'il y avait 30 ou 40 ans, ou qui est encore assez commun sur une partie des exploitations. Ça amène aussi à une autre question, parce qu'effectivement, on voit bien qu'à la base, ce sont des pionniers qui, depuis une trentaine d'années, cherchent à ne plus travailler le sol et ont utilisé les progrès faits par la chimie, et notamment les herbicides, pour pouvoir s'en passer dans des sols qui fonctionnent bien. J'ai envie de dire, ces techniques, elles sont en train de sortir de l'anonymat et de devenir mainstream un petit peu, et le panel, ou en tout cas la direction qu'a prise l'agriculture de conservation, est en train de devenir un des futurs de l'agriculture mondiale. On voit bien que l'ensemble des acteurs aujourd'hui sur le terrain, qu'il s'agisse des agriculteurs, des coopératives, des industriels, des pouvoirs politiques, poussent dans ce sens-là. Et c'est un petit peu ma question, on sait que les machines, ça coûte cher.
dans une situation économique qui n'est pas toujours confortable pour les agriculteurs et où les coûts doivent être maîtrisés. Certaines cultures en fait se font très très bien en semis sous couvert, je pense au blé par exemple, d'autres cultures c'est plus compliqué. Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une certaine souplesse dans un parc matériel capable de répondre en fait à toutes sortes de situations, d'exigences, culture d'hiver, culture de printemps, exigences de lits de semences très fins ou peu d'exigences de lits de semences. Comment est-ce qu'on peut arriver à devenir polyvalent avec un parc matériel dans des situations extrêmement variables et dans un contexte économique où on peut pas aller vers le suréquipement? C'est une question très, très complexe. Hein. La première partie de ma réponse, c'est que effectivement, donc ça peut nécessiter et ça nécessite souvent un investissement supplémentaire dans du matériel spécifique, et c'est souvent mis en avant comme un frein. Simplement, il faut qu'on se repositionne en gestionnaire. Trop souvent, on regarde le prix d'investissement, mais il faut ramener au coût hectare implanté. Et donc, communément, aujourd'hui, avec un semoir de semis direct ou du semis simplifié qui fait un nombre d'hectares à peu près cohérent par rapport à la taille de la machine, à la situation d'exploitation, on est entre 22, 23, 27, 28 euros de l'hectare. Le coût de la machine, c'est quasiment le coût d'un déchômeur hectare. Donc ça ramène quand même les choses au centre si on veut être un bon gestionnaire, sachant qu'on a une énorme problématique, c'est que souvent le coût du tracteur et de celui qui conduit le tracteur n'est jamais pris en compte par l'évaluation du centre de gestion. Que l'agriculteur réalise 200 heures par an avec son tracteur, ou 800 ou 1000 heures par an avec son tracteur, il n'y a que la facture fuel qui sera différente au niveau du compte des résultats. Mais le temps que l'agriculteur a été à conduire son tracteur et les heures qu'a fait le tracteur ne rentreront pas en compte dans le résultat. Par contre, un tracteur qui travaille beaucoup s'usera, il faudra le remplacer plus vite. Et donc, je dirais que c'est un certain niveau d'investissement qu'il faut consentir pour aller chercher des économies. Et ça, c'est réorganiser un petit peu les approches de gestion, sortir de la pure marge brute pour aller progressivement vers des marges directes et commencer à empiler combien coûte un tracteur à l'hectare, combien coûte un chauffeur de tracteur hectare et les autres interventions. Et là, des fois, on a des surprises qui sont assez intéressantes et qui vont dans ce sens-là. Ensuite, par rapport à la polyvalence des outils, on avait commis je dirais 2 grosses erreurs au départ. C'est que on avait cru que c'était le matériel et il suffisait d'avoir le bon semoir pour poser la graine au bon endroit et passer dans les résidus et que tout allait bien se passer. Et on s'est aperçu qu'on avait des problèmes de fertilité, des problèmes de compaction, qu'il y avait également des problèmes de gestion de ravageurs comme les limaces et tout ça. On a eu tout un tas de soucis. On a bien surfé, et on a réglé une partie réglé ou appris à gérer une partie de ces soucis-là. Mais le semoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, n'est qu'un outil dans le système. Et en fait, demander à un seul et même outil de pouvoir réaliser une multitude de semis dans des conditions extrêmement différentes sur une exploitation, aujourd'hui, ça semble un petit peu surfait également. Donc, on est en train de revenir à des solutions plutôt alternatives, des machines qui sont un peu plus adaptées à des conditions de semis d'automne en résidus, à des conditions de semis d'été, dans les pailles. Donc, on voit aujourd'hui poindre un peu plus les semis à dents pour les semis de couvert dans les pailles, les colzas à l'été.
les semis à disque quand on a des beaux couverts et des résidus, ou pour les semis de printemps, parce que ça franchit quand même beaucoup mieux une végétation verte. Quelques problèmes sur un matelas de paille. On voit également se développer toutes les techniques de strip-till et de pré-traçage pour les installations de printemps. Donc, à presque chaque culture sa spécificité, et un petit peu comme une moissonneuse-batteuse. C'est toujours le même outil, mais en fait, on va changer la coupe. On va mettre une coupe à céréales, on va mettre des becs à maïs, on va mettre une coupe à tournesol pour être plus adapté aux conditions. Et ça procure une nette amélioration des résultats, parce que mettre 200 kg par exemple sur un élément semeur pour rentrer en conditions sèches en été, avec des sols de cailloux comme on peut avoir en Bourgogne, c'est justifié. Mais lorsqu'on va se retrouver dans des conditions humides, argileuses, plastiques, à l'automne et au printemps, on a 150 kg de trop. Donc là, est-ce qu'on arrive à les retirer, ou on prend un autre outil pour arriver à faire le travail correctement? Et c'est préférable de changer d'outil dans ces conditions-là. Et ça amène un élément extrêmement intéressant qui est assez nouveau dans les milieux ACS. C'est-à-dire que les agriculteurs s'associent, commencent à travailler ensemble. Et ce qui permet d'avoir une certaine polyvalence dans les outils et de pouvoir couvrir un peu mieux toutes les situations sans envisager d'avoir sur une seule et même ferme l'ensemble de la typologie d'outils. Ça apporte également une forme d'entraide, une forme d'échange de compétences. Et ça résout aussi quelques difficultés de pointe de travail, comme il est toujours préférable de semer le couvert juste après moisson. Mais si on est 2, 3 à travailler ensemble, on peut avoir une partie de l'équipe qui est concentrée sur la moisson et l'autre partie qui se consacre sur le couvert, qui fait que, bien ma foi, tout le travail se trouve fait de manière optimale, avec les outils adaptés, parce qu'on a mis de l'humain dans la situation. Et ça, c'est un truc extrêmement intéressant. C'est, au bout de 40 ans, l'AC ramène à de la collaboration entre les agriculteurs, ramène à du partage, ramène à un travail de groupe, et donc à une certaine solidarité dans les campagnes, alors que l'agriculture conventionnelle avait plutôt éloigné les agriculteurs les uns des autres. C'est un point extrêmement intéressant que tu soulignes, et je vais me permettre de rebrancher sur le niveau stratégique et international. C'est qu'aujourd'hui, l'Europe la France notamment, qui était une des grandes puissances agricoles de l'après-guerre, grâce justement aux outils de la révolution verte, à la mécanisation, etc., arrive un petit peu en bout de course de la compétitivité, parce que les autres ont exactement eu le même cheminement. Je pense notamment à la Russie et à l'Ukraine qui font l'actualité en ce moment, avec des très grandes surfaces, très rationalisées, avec le même souci d'économie sur les machines, et donc en fait on ne peut plus les gagner par là. Ils ont des coûts de production de 40% inférieurs aux nôtres, je pense, et c'est vrai que c'est une illusion de vouloir faire aussi bien qu'eux sur le même terrain, en restant avec des petites exploitations de 100 hectares suréquipées en matériel, et qu'une porte de sortie vers le haut, si on ne veut pas partir vers le kolkhoz, d'une manière ou d'une autre, la porte de sortie vers l'autre, c'est effectivement l'entraide et la coopération pour arriver à le faire. Ce que font d'ailleurs très très bien les éleveurs. Moi, quand je pense aux chantiers d'ensilage, c'est des chantiers qui sont très mécanisés, sur des gens avec des personnes qui sont des voisins, avec les problèmes qu'on peut avoir entre voisins. Mais en fait, les chantiers d'ensilage, c'est sacré, c'est des grands moments, et ça fait la force aussi de ces régions d'élevage. Avant qu'on passe à la suite, on sait que, alors il y a eu le semoir à disque, il y a eu le semoir à dents, il y a eu la disque et le dent, il y a eu le disque incliné, etc. C'est quoi le futur du semoir pour toi? Ouais, il y a plein de gens qui réfléchissent à plein de solutions. Aujourd'hui, il y a 2 voire 3 solutions qui semblent poindre. Des gens sont à la recherche de l'épandage des graines, notamment pour les couverts,
Et en fait, on s'aperçoit que c'est une vieille idée depuis longtemps avec des drones, etc. Donc, et plus on arrive à enrober les graines, à leur mettre un peu d'engrais, à leur mettre des produits qui vont permettre de conserver un peu plus longtemps l'humidité pour faciliter la germination. Donc l'épandage des graines pourra devenir certainement un mode de semis à un moment donné. Donc un système de drones ou de robots, par exemple, à travers les rangs de maïs qui viendraient implanter à la bonne époque, alors que mécaniquement ou avec des machines conséquentes, on ne sait pas passer. Le deuxième mode de semis, c'est pour moi l'aquatile. Donc des collègues australiens et entre autres Greg Butler en South Australia travaillent depuis quelques années sur un système disons à haute pression, ultra haute pression d'eau, ce qui permet de couper normalement des tartelettes ou de la ferraille, et ça permet aujourd'hui de couper facilement la paille et de couper le sol pour ouvrir un sillon sans avoir un contact métallique avec le sillon. Alors la consommation d'eau est entre 2 et 300 litres hectares aujourd'hui pour ouvrir les sillons, mais on peut imaginer, et c'est ce qu'il a un petit peu dans la tête, qu'on pourra arriver à synchroniser une micro-ouverture à un moment donné, et une injection de graines un peu avec un pistolet pneumatique, et on a l'engrais en même temps. Tu parlais tout à l'heure de canne planteuse, mais une canne planteuse avec une projection hydraulique de l'engrais. C'est peut-être rêvé, mais c'est certainement des progrès technologiques qui pourront se faire. Et puis le dernier semoir auquel je pense, et certains l'ont déjà essayé, c'est l'animal. C'est-à-dire on sait que les graines sont extrêmement résistantes, elles passent très bien à l'estomac des animaux, résistent très bien aux acides, résistent même à la rumination, et donc faire ingérer des graines à des canards, à des moutons, et donc les utiliser pour détruire les couverts et semer des couverts, tout en plaçant les graines avec le bon engrais localisé au bon endroit et en piétinant pour qu'ils soient posés dans le sol. On a peut-être des outils très intéressants à évaluer dans l'avenir. On est loin, mais on est très très loin d'être au bout des innovations qu'on peut encore mettre dans l'agriculture. Comme disait un comique, le futur ne manque pas d'avenir. Exactement. Merci Frédéric pour cette partie-là. J'ai envie de passer maintenant à la partie avec notre invité, Jacques Burel. Je vous ai présenté tout à l'heure. Vous avez dirigé pendant quelques décennies le groupe Sulky-Burel, qui est un groupe industriel français qui construit des machines agricoles. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bonjour Mathieu, bonjour Frédéric. Alors, je me permettrai de dire qu'aujourd'hui, le groupe s'appelle Burel et regroupe plusieurs marques sous la bannière de Farming Together avec Sulky, avec Sky, avec Prologue et maintenant Frendan. Donc un groupe qui fait 300 personnes à peu près, 350 personnes, qui est dirigé maintenant par mon fils Julien Burel, un groupe donc, que j'ai dirigé pendant près de 40 ans. Et maintenant, je suis retiré depuis 3-4 ans. Voilà. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, je voulais vous faire intervenir, pas en fait pour faire de la retape pour le groupe Burel, même si il produit des machines de qualité, mais c'est vraiment l'approche que vous avez, c'est-à-dire que on est sur un groupe qui est vraiment ancré dans un territoire, et un groupe qui est, j'ai envie de dire, profondément terrien. Comment est-ce que vous avez accompagné cette agriculture un petit peu innovante, alors qu'on appelle agriculture de conservation, maintenant agriculture de régénération? Comment ça s'est fait et comment est-ce que vous avez accompagné ce mouvement depuis ses origines?
D'accord. Donc nous sommes depuis toujours, depuis l'origine, depuis que mon père a créé l'entreprise, spécialisés dans le semis et la fertilisation. Et on y est resté, on a été constant dans cette spécialité. En ce qui concerne le semis et le semis de conservation, bon, j'ai eu un déclic, moi, il y a à peu près dans les années 90, en rencontrant donc un constructeur qui fabriquait le matériel Moore, c'était Monsieur Moore, et qui avait donc inventé un semoir permettant de mettre une graine en terre sans avoir à bouleverser le sol. Donc ça a été pour moi un déclic intéressant et je me suis intéressé à cette technique et qu'on a beaucoup perfectionné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est capable de mettre en terre une graine sans avoir à faire de travail du sol, sans avoir à labourer. Et évidemment, c'est très intéressant pour des agriculteurs de pouvoir faire ça. Mais c'est un long chemin. Vous parliez tout à l'heure d'outils, de machines. Je pense que c'est un outil surtout. Et ça n'est qu'un outil. Un outil ne fait pas le forgeron. Hein. Il faut savoir effectivement observer, analyser et après savoir s'en servir. Il n'y a pas d'outil miracle, ça c'est clair. Et c'est vrai qu'on a travaillé pour arriver à des solutions qui permettent effectivement d'économiser du temps, d'économiser du carburant, d'économiser des intrants. Et j'ai rencontré là l'agriculture de conservation qui va, je pense, vraiment dans le sens de l'histoire et qui permet de ne pas abîmer le sol, qui permet de ne pas dépenser trop de temps ni trop d'heures et qui est un outil intéressant lié surtout, ce n'est qu'un outil comme je le disais, lié surtout au nouveau développement que Frédéric connaît bien et depuis longtemps, donc en associant des cultures, en travaillant de façon intelligente avec son sol, avec son climat, avec son exploitation, avec ses voisins, etc. Je pense que là, il y a vraiment tout un cheminement qui est long, qui est lent. Il est vrai que si j'avais dû, en 90, miser uniquement sur cette orientation, je pense que l'entreprise ne s'en serait pas sortie. C'est un très très long chemin. Mais aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que c'est une voie très importante et qui amène un respect du sol qui, je crois, répond aux préoccupations aujourd'hui des agriculteurs, mais de la société aussi, parce qu'on améliore, on voit bien, on améliore le sol, on améliore la santé du sol, on peut améliorer le climat, on peut préserver l'eau. Enfin, il y a tout un tas d'arguments qui vont en faveur de l'agriculture de conservation. Autre chose aussi qui m'intéressait dans la trajectoire, alors la vôtre, mais aussi celle de votre entreprise, c'est que quand vous avez commencé, donc dans les années 80, à sortir, alors je crois que ça a commencé par un semoir à choux, on pourra y revenir, mais c'était vraiment des formes d'agriculture très à la marge. Ça a débouché aujourd'hui en fait sur la création d'une filiale, Sky, qui est entièrement dédiée à ces pratiques-là. Et quand on préparait ce podcast tout à l'heure, le point moi qui m'avait frappé, c'est que souvent quand alors on peut prendre ce qu'on veut, on peut prendre les industriels, les constructeurs de machines agricoles, on peut prendre les fabricants d'engrais, les fabricants de produits. On a une idée géniale d'un produit qu'on imagine pouvoir servir à l'agriculteur et à l'agriculture, et on va déployer derrière du marketing, de l'influence, etc., pour qu'il y ait une adoption par les agriculteurs de cet outil censé être miraculeux, que ça soit fait de manière bienveillante ou malveillante, peu importe. Et là, ce que vous avez souligné dans votre démarche, c'est ce souci constant d'observer en fait les besoins de vos clients, et notamment de ces clients-là, puisque on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais l'entreprise est ancrée en Bretagne, dans le territoire qui a vu naître l'association Base, etc., donc dans un milieu extrêmement fertile et riche en termes d'agronomie et de développement. Et quelle est votre approche justement sur vous avez parlé d'outils tout à l'heure, comment est-ce que l'outil doit pouvoir être au service de l'agriculture ?
Alors déjà, il n'y a pas d'outil miraculeux, hein. Ça n'existe pas. Et c'est vrai que bon nombre d'erreurs sont faites en pensant que l'outil va résoudre les problèmes, ce qui est faux. Ce que j'ai vu dans ce développement de l'agriculture de conservation, j'ai vu que ça a démarré surtout avec des agriculteurs qui n'avaient pas énormément de moyens, qui avaient des problèmes à résoudre, parce que le sol était difficile, parce qu'il y avait des pierres, parce qu'il y avait un sol extrêmement compact, il y avait un élevage à côté, il y avait donc toute une variété de problèmes qui faisaient qu'il fallait trouver des solutions. Et curieusement, c'est souvent en Bretagne, autour du Massif central, dans des régions difficiles, où il y avait des problèmes d'érosion, où là il fallait trouver une solution. Et les gens se réfléchissaient. J'ai en tête par exemple la famille Singla, hein, qui est en Aveyron, et qui était dans une région où il y avait beaucoup de coteaux, des problèmes à la fois parfois de pluie importante, mais aussi de sécheresse importante, et le sol, si vous voulez, dévalait. Plus on travaillait, plus le sol dévalait, et les pierres arrivaient en bas des champs. Et donc, le grand-père, pardon, de Sarah Singla, c'est ça, passait son temps à remonter les cailloux, à retravailler derrière le sol, c'est-à-dire c'était constant. Et son fils, quand il a repris la ferme, a dit « Moi, je ne ferai surtout pas comme ça, sinon c'est pas la peine d'agriculteur, c'est un chemin de croix. » Et donc, il a réfléchi, et il s'est dit finalement, ces cailloux, au fond, laissez-les longs en place. Ce sont les vertèbres de la terre, je crois que c'était l'expression qu'il a utilisée, surtout n'y touchons pas, progressivement, je vais de moins en moins travailler le sol, je vais apporter du fumier, etc., mais je vais enrichir le sol et surtout, je ne le travaille le moins possible. Et avec beaucoup de patience, dans le temps, il a réussi à redresser son exploitation à partir d'un problème qu'il avait, et il dit, moi je ne peux pas dépasser mon temps et me tuer à faire ça, quoi. Et c'est vrai que c'est souvent des histoires comme ça qui ont commencé, des gens qui ne pouvaient pas faire autrement. Alors que quand vous êtes dans des conditions parfaites, vous utilisez l'outil, vous faites comme le voisin, il n'y a pas de pression non plus. Donc je crois que c'est ça qui a fait que les gens ont trouvé des solutions à leurs problèmes, et donc comme souvent, hein, il faut des problèmes pour trouver des solutions. Donc j'ai observé ça, j'ai regardé, ça c'est l'histoire de quelqu'un qui cultive, mais il y a aussi des histoires en élevage. Vous faisiez allusion au saumon à chou. C'est vrai que de semer du chou à l'entrée de l'hiver pour qu'il puisse être pâturé à ce moment-là pose des problèmes. Les animaux, si vous voulez, s'embourbent, les prairies sont complètement dévastées, et donc derrière il faut les refaire, et c'est un peu dommage. Bon, l'idée est venue de dire finalement je travaille avec un outil à dents sur une très faible profondeur, je dépose la graine, je ne détruis pas la structure du sol, et mes vaches auront le plaisir d'aller pâturer pour l'hiver. C'est un excellent complément. Et voilà comment est né le saumon à chou, le semi-direct à dents saumon à chou avec nous. Ça a été aussi le cas dans les prairies d'Irlande avec l'outil qu'avait développé M. Moore. Et là, c'était à travers des disques, mais c'était la même idée, c'est-à-dire déposer une graine sans travailler le sol, sans détruire la structure du sol, et vraiment en dépensant beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'argent, etc. Je faisais allusion tout à l'heure aux difficultés que rencontrent parfois les agriculteurs. Parce qu'il y a les conditions climatiques, il faut tout de suite aller semer, c'est important, etc. Et souvent, M. Moore me disait, non, wait and see, ne vous pressez pas, quand on fait du semi-direct, on peut prendre le temps, on n'a pas d'urgence à labourer, à travailler le sol, à semer, etc. Attendez, le sol vous allez le détruire, donc prenez votre temps. C'était des réflexions comme ça qui étaient très justifiées et qui permettent d'attendre avec sagesse le moment où la terre est prête à recevoir cette graine.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est encore une fois, c'est un effet peut-être paradoxal, c'est que en ayant moins de temps à passer sur des machines et en retrouvant le temps de remarcher sur ces sols et de l'observer, en fait, les agriculteurs ont eu la solution à la simplification. En fait, on peut faire du semis direct quand on a un sol qui fonctionne bien, ce qui demande effectivement de la patience, du temps, etc. Une question aussi que j'ai envie de vous poser. Donc, vous avez une carrière professionnelle assez longue. Vous avez connu l'évolution de l'agriculture depuis l'agriculture des 30 Glorieuses, destinée à remettre en route un petit peu la production agricole pour nourrir une Europe qui avait été dévastée. Puis en fait une agriculture productiviste mais qui commençait à toucher du doigt les limites. Vous en avez parlé, sol caillouteux, de l'érosion, du manque de temps, et ça s'est fait un petit peu dans toutes les parties du monde. Une époque des pionniers qui, je pense, a commencé avec Frédéric et le mouvement base dans les années 90, en essayant de trouver des solutions intelligentes et complexes à des problèmes. Et là, depuis les années 2020, les années 20, peut-être qu'on dira ça, on arrive en fait à une ère de vulgarisation. Vous, avec le recul que vous avez, comment est-ce que vous avez vécu en fait cette transformation de l'agriculture et qu'est-ce que vous voyez pour elle? Alors évidemment, il ne faut jamais cracher dans la soupe. Hein. Si on a parlé de productivisme, parfois en dénonçant les abus, et il faut bien reconnaître qu'à la sortie de la guerre, et c'est pas si loin que ça, l'agriculteur avait cette mission très belle de nourrir les populations. Et donc, ça a été vraiment leur mission, et ils ont tellement bien réussi qu'à un moment donné, ils ont fait de la surproduction. C'est vrai que la politique agricole commune a évidemment donné une orientation. Je peux dire, peut-être, malheureusement, il ne faut jamais faire les choses pour les subventions. Et c'est dommage que l'agriculteur ne puisse pas vivre de son travail. Et les subventions ont malheureusement conduit à des excès. Et donc, de politique agricole commune en politique agricole commune, il a fallu corriger. Parce que les agriculteurs se sont dit, bon, il faut produire, on va produire. Et à un moment donné, on produit trop, donc il faut faire des quotas. Enfin, vous voyez, on est parti dans des cycles idiots, quoi. Alors, on ne va pas cracher dans la soupe, bien sûr, mais je crois qu'aujourd'hui, l'orientation est peut-être... Il y a un virage, hein, clairement. Un virage qui est d'ailleurs le souci qu'a le consommateur, puisque finalement, l'agriculteur travaille pour un consommateur. Et ce consommateur, aujourd'hui, et encore plus à la suite du Covid, il réfléchit quand même. Le climat, qu'est-ce qui se passe? On a fait des bêtises. Problème d'érosion, de surproduction, on a fait des bêtises. Je pense que là, il y a un moment où on va se préoccuper de la santé du sol. J'ai, grâce à Frédéric, fait un voyage aux États-Unis il y a quelques années déjà, et j'avais été surpris, il y a déjà 6-7 ans, hein, ou peut-être même plus, d'entendre parler aux États-Unis un professeur dans une unité de recherche parler de la santé du sol. J'ai dit, mais oui, tilt, c'est ça, c'est la santé du sol. Nous devons tous être respectueux de la santé du sol, parce que derrière, il y a effectivement la nourriture, il y a le climat, il y a la terre, et on doit effectivement travailler dans ce sens-là. Ça, je crois que c'est vraiment l'axe dans lequel il faut aller. Et cette évolution-là me semble aujourd'hui assez bonne. Donc il faut l'amplifier. L'idéal, ce serait effectivement qu'on puisse y aller tranquillement, en réfléchissant, parce que souvent on a fait beaucoup de bêtises. Et hélas, on avance en faisant des bêtises. C'est quand même dommage. Merci Jacques pour ce regard. Cette histoire des États-Unis, ça me permet d'entamer la troisième partie, justement de discuter un petit peu plus de l'agriculture d'aujourd'hui. Alors il me semble, Jacques, que vous êtes un peu à l'origine, alors peut-être, enfin je sais pas, ou en tout cas un des facteurs déclenchants de la création de la revue TCS. Frédéric, je te laisse le... Oui, on va refaire un petit peu d'histoire, mais
il y a quelques années, en 1994, Jacques Burel m'avait demandé de passer le voir à son bureau un soir, et il m'avait montré un document américain à l'époque qui s'appelle encore No-Till Farmer, et qui veut dire l'agriculteur en semi-direct. Et il m'avait demandé ce que j'en pensais. Moi, j'étais lecteur de No-Till Farmer à l'époque, et c'était une bonne source d'inspiration pour moi. Et il m'avait suggéré l'idée que ce serait intéressant d'avoir une traduction ou une version francisée de No-Till Farmer. Et il m'avait même suggéré d'en être le porteur. J'avais trouvé l'idée un petit peu, pas saugrenue, mais de penser que moi, qui étais plutôt agriculteur, mécanicien, à l'époque, j'allais me mettre à écrire un magazine, mais il avait su planter une graine correctement, et quelques années plus tard, eh bien, non, je lui ai amené la version 0 de TCS. C'est moi qui avais pris rendez-vous cette fois-ci, hein. Et donc, pour lui dire, eh bien, ma foi, ça avait fait son chemin, et aujourd'hui, si je n'avais pas eu cette rencontre et ce petit coup de pouce, peut-être que je n'aurais jamais fait TCS. Alors ça me fait penser, comme Noël n'est pas très très loin, on vous fait une proposition, vous qui êtes des auditeurs. Si vous nous envoyez un mail, donc à l'adresse de contact d'Ecosystem, que vous trouverez sur notre site, vous mettez le mot-clé podcast et RDV, eh bien, on vous enverra un numéro de TCS chez vous. Et après, vous vous abonnez pas. Mais voilà, comme ça, c'est Noël. C'est pas des ristournes, des rabais. Voilà, c'est tout simplement, si ça vous intéresse, on vous envoie un numéro de TCS. Écrivez-nous un mail à contact@ecosystem.com et on vous enverra ça. Si on reprend cette histoire du lien entre les machines et l'agriculture, toi-même tu viens du monde de la mécanisation. C'était un facteur extrêmement fort de progrès. Comment est-ce que tu as vu la place de ces machinistes ou de ces vendeurs de matériel agricole dans l'évolution de l'agriculture entre les années 90 et aujourd'hui? Disons que on a, que ce soit au niveau des agriculteurs, que ce soit au niveau des constructeurs de matériel, que ce soit également au niveau des fournisseurs, que ce soit fournisseurs de semences, fournisseurs de phyto, enfin tous les gens qui sont en agriculture ou périphériques de l'agriculture, eh bien on a à peu près le même pourcentage, je l'ai même vu dans la recherche, de gens qui sont pas rebelles, mais qui avaient une vision un petit peu différente et qui sentaient qu'on pouvait aller vers une autre forme d'agriculture. Et en fait, l'agriculture de conservation a permis d'une certaine manière de fédérer un petit peu tous ces gens-là qui se sont soutenus ou qui ont les uns les autres apporté un petit peu leurs compétences. Alors les gens du matériel ont apporté l'outil un petit peu central qui permet de mettre des graines, mais en même temps, il y a des gens qui ont participé à sélectionner, importer des graines de couverts végétaux un peu plus spécifiques qui sont devenus un formidable outil dans nos systèmes à partir des années 2000. On a même eu des chercheurs, et j'oserais citer Jean-Pierre Sartou, qui un peu dissident de la recherche conventionnelle, qui nous a apporté des connaissances en matière de prédateurs, en matière de limaces, et nous a appris à gérer un peu mieux les écosystèmes ou de nous ouvrir un petit peu sur ces écosystèmes. Il y a des gens de l'engrais qui nous ont apporté également des solutions un peu plus adaptées à ce que l'on cherchait. Et en fait, c'est l'ensemble de cette
communauté un petit peu dissidente, qui n'était pas vraiment la communauté très dissidente de l'agriculture biologique, qui était plutôt en opposition, mais un petit peu une communauté qui gardait une approche productiviste, mais tout en utilisant au mieux les fonctionnalités du vivant. Et on a réussi à réunir un petit peu tout ça. Et bon, le machinisme a été une très très belle contribution et continue à être une très belle contribution. Alors autant je peux comprendre qu'un agriculteur, en fait, qui est maître chez lui, puisse devenir dissident d'une manière ou d'une autre et décider de ne pas suivre le courant. Mais pour un industriel qui a en fait des familles à faire vivre, un outil qu'on peut plus comparer à un paquebot dont la route est tracée, qui est lent à faire ralentir ou accélérer ou à faire changer de cap. Comment est-ce qu'on peut intégrer dans une stratégie industrielle avec une gamme qui reste quand même relativement large sur les outils de travail du sol? Comment est-ce que justement on peut accompagner le progrès et l'évolution de l'agriculture? Alors, je retiens l'idée de Frédéric tout à l'heure. Peut-être que les moutons sont d'excellents semoirs. Et peut-être que, effectivement, il faut se remettre en cause complètement. Mais, si vous voulez, je crois qu'il faut écouter, observer, travailler à différents niveaux pour essayer de comprendre vers où on va et quel est le besoin et, si possible, l'anticiper, parce que c'est vrai que si on regarde aujourd'hui, effectivement, c'est loin d'être la majorité des agriculteurs qui ont fait le chemin de l'agriculture de conservation. Moi, ce que j'ai remarqué, et c'est ça qui m'a intéressé dans le travail de Frédéric, c'est que finalement, avec son mouvement en base, là, il a développé des acteurs de la recherche, des cellules de recherche dans différents territoires, différents sols, différentes régions, etc. Et c'est venu, et ça s'appelle justement base, c'est venu par là. Et ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui encore, même si j'ai un peu quitté la profession, mais ce qui m'étonne quand même, c'est qu'on forme encore des gens sans vraiment tenir compte de ces nouvelles réalités, de ces nouveaux besoins. Et on va se retrouver, ces gens-là vont se retrouver déphasés. Ce qui est regrettable, c'est qu'on a complètement oublié l'agronomie. Et c'est pas parce qu'on avait de belles machines et parce qu'on a développé le machinisme qu'il fallait oublier l'agronomie. Au contraire. Donc aujourd'hui, je pense qu'on forme des agronomes de bon niveau, mais malheureusement, ils vont pas assez sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Et donc, ils doivent se réconcilier avec les agriculteurs et apprendre autant que les agriculteurs peuvent apprendre des ingénieurs agro, mais les ingénieurs agro ont beaucoup à apprendre des agriculteurs. Parce qu'il y a des variétés énormes. Il n'y a pas un climat qui se ressemble, il n'y a pas un sol qui se ressemble. Donc, il faut avoir l'humilité de revenir à la base. C'est sûr qu'il y a des directions, une politique qui sont nécessaires en disant, voilà, il faut aller dans cet esprit, économiser, protéger la planète, faire attention au climat, attention aux inondations, attention aux sécheresses, etc. Il y a une voie à traverser. Mais après, les acteurs, c'est à eux de le faire sur le terrain. Et c'est là où je crois qu'il y a encore beaucoup de travail. On voit bien qu'aujourd'hui, les coopératives commencent à se préoccuper sérieusement du sujet, mais entre le haut et la base, il y a beaucoup, hélas, de déperditions. Merci Jacques pour ce moment-là. En fait, c'est un plaidoyer pour des activités humaines enracinées. Vive le terrain, relier la tête et les bottes. Frédéric, je te laisse le mot de la fin. Ouais, je pense que, et je vais me permettre de souligner quand même que Jacques Burel a toujours tenu à gérer son exploitation et la ferme de l'Épine où on est aujourd'hui, et l'a géré en tant qu'agriculteur et bon père de famille. Et dès qu'il a eu le déclic, et malgré que
l'ensemble des équipements Sulky Burel sont plutôt ou étaient plutôt largement dédiés à une agriculture conventionnelle. La ferme a été très rapidement conduite en agriculture de conservation et en semi-direct pour plusieurs raisons, parce que c'était ça lui semblait être le sens de l'histoire et disons la situation dans laquelle on est aujourd'hui au niveau de l'agriculture française montre que on était quand même dans le sens de l'histoire, la cohérence est quand même en train d'émerger. C'était aussi le moyen de regarder, d'anticiper, de tester les machines. Et ça, je pense que c'est quelque chose que, de manière intuitive, tout industriel, tout gestionnaire d'entreprise de taille assez conséquente est obligé de faire ou sait faire s'il fonctionne. Il n'attend pas que l'information vienne à lui, il est obligé d'aller chercher l'information, il est obligé de se faire une idée, il est obligé d'anticiper sans sacrifier ce qui fonctionne, parce que c'est quand même la base qui va permettre de continuer à propulser l'entreprise dans l'avenir, mais il est obligé de regarder l'avenir, de se faire une idée. Et je pense que ça, c'est certainement un des points sur lesquels une majorité d'agriculteurs aujourd'hui ont une certaine faiblesse. Soit ils sont trop concentrés sur le travail au quotidien, trop concentrés sur la réglementation, les contraintes, la survie, et consacrent pas assez de temps, pas assez d'ouverture hors exploitation, de lecture, d'échange, pour se faire une idée de ce que risque d'être demain et pour commencer à orienter de manière assez stratégique leur exploitation sans prendre trop de risques vers la forme d'agriculture qui sera la plus appropriée pour fonctionner demain. Et on le voit très nettement aujourd'hui, coût de l'engrais, coût de l'énergie, c'est peut-être arrivé brusquement, mais c'est quelque chose qui était fortement prévisible, peut-être à 5 ans, peut-être à 10 ans, mais il est difficile de prétendre que l'énergie sera beaucoup moins chère et l'azote sera beaucoup moins cher, ou que les phytos seront encore l'outil dominant demain. Donc autant de se retrousser les manches, autant de se mettre tous ensemble, de continuer à trouver les solutions, et c'est beaucoup plus confortable d'être obligé de se glisser dans une direction quand on a déjà pas mal de cartes dans les mains et qu'on a une certaine habitude, plutôt que d'être face à un mur et d'être d'un seul coup contraint de trouver la solution. Merci à tous les deux. Si je devais résumer, c'est vive la contrainte et vive le terrain. Mais bon, ça c'est comme tout le temps. Merci beaucoup pour cet échange. Frédéric, on va se retrouver dans pas très longtemps, dans une quinzaine de jours. Cette fois, ça sera à Nantes, donc chez moi. Et on parlera d'un autre sujet, mais qui est toujours connecté à tout ce dont on peut parler, l'avenir de l'agriculture. Là, on parlera plus de biodiversité. On parlera de biodiversité de petites bestioles, mais aussi de grosses bestioles. Voilà. On parlera donc biodiversité fonctionnelle, et puis gestion de la faune sauvage et de chasse. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous dans une quinzaine pour notre 5e rendez-vous. Merci bien. Et oui, on aura Johanna Villeneuve-Chassé comme invitée. Et donc, on ira des insectes au petit gibier jusqu'au sanglier. Donc, je pense que ce sera également un podcast très intéressant. Merci à vous de votre invitation. À bientôt.